Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez constaté, notre info négo aujourd'hui est un petit peu plus long qu'à l'habitude. C'est qu'on a pensé qu'il était nécessaire de revenir un peu sur la question du gel d'embauche, là, la compression dans les services publics québécois qui a été annoncée par le gouvernement Legault. Donc, en première partie, Christian Dec va revenir sur, dans le fond, les conséquences que cette annonce-là aura sur nos différentes accréditations et sur les membres en fonction de leur statut d'emploi. Et ensuite, Maryse va nous parler de la négociation, de comment il y a eu des efforts qui ont été faits sur les tables de négociation pour tenter de sécuriser les emplois de nos membres. Et on va terminer par la période des questions des membres en ce qui concerne la négociation. Bonjour Christian. Bonjour Julien. On a eu une très mauvaise nouvelle de la part du gouvernement Legault. On a très rapidement transmis pas mal d'informations à nos membres. Je pense que ça serait l'occasion aujourd'hui d'essayer d'expliquer un peu plus en détail là, la décision qui a été prise par le gouvernement. Tout d'abord, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as été surpris par cette annonce-là? Ben oui, on a été très surpris. Ben, je ne suis pas surpris de la façon que le gouvernement agit, parce que souvent, il agit un coup de tête. Par contre, cette décision-là m'a grandement surprise, parce qu'au tout début de la crise sur le coronavirus, la question avait été posée à M. Legault en disant, est-ce que vous pourriez faire des mises à pied dans les employés d'État? Et la réponse avait été claire et nette en disant non, il n'y aura aucune mise à pied. On n'a pas d'intention de mettre qui que ce soit à pied. C'est le temps de s'aider, c'est pas le temps de couper. Alors, ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui avec cette annonce-là de coupure d'effectifs, parce qu'on a beau parler d'un gel, ce n'est pas un gel, mais bien une coupure d'effectifs qui va y avoir, parce qu'on ne renouvellera pas des contrats et on va également couper des postes permanents que les gens partiront à la retraite ou démissionneront de leur poste. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en détail là, ce que ça implique en fonction de ce qu'on sait à ce jour? Parce que c'est évidemment, on n'a pas tous les détails malheureusement pour l'instant. Bien, effectivement, la lettre qu'on a reçue fait état de gel de programme. Donc, tout ce qui avait été annoncé dans le budget de M. Girard le 12 mars dernier, des projets qui étaient déjà en cours vont être arrêtés. Des projets qui étaient supposés être mis en place vont être arrêtés également aussi. On parle également dans cette lettre-là de limiter le temps supplémentaire, d'enlever des dépenses de formation, des dépenses de publicité. Les déplacements également aussi vont être réduits massivement. Par la suite, on parle d'aide financière, d'initiatives également, qui ne seront pas jugées essentielles et qui vont être coupées à ce moment-là. OK. Puis, il y a également la question du gel d'embauche, évidemment, qui est au cœur des préoccupations de beaucoup de nos membres. Euh, Ça va s'appliquer comment, ce fameux gel d'embauche-là, qui est dans les faits, là, comme tu l'as dit, une réduction là, des effectifs de l'État? Oui, alors tout ce que j'ai annoncé avant, c'était pour l'ensemble des ministères organismes, mais également l'ensemble de l'appareil public. Maintenant, si on parle plus spécifiquement de la fonction publique, donc nos accréditations fonctionnaires et ouvriers, là, on parle d'un gel d'embauche et de fin de contrat pour les occasionnels. Donc, pour tous les employés permanents qui vont quitter, qui vont prendre leur retraite, les postes ne seront pas renouvelés. Pour tous les employés occasionnels, étudiants, saisonniers, lorsque leur contrat va arriver à échéance, ces personnes-là ne seront pas renouvelées non plus, sauf exception ou dérogation si le ministère demande au Conseil du Trésor une dérogation pour un ou plusieurs emplois. À ce moment-là, il pourrait y avoir une dérogation et un renouvellement du contrat pour la personne visée ou pour l'emploi visé. Est-ce que ça pourrait affecter aussi les mouvements de personnel, là, les affectations, les mutations, les promotions? Oui, effectivement, on a inscrit dans la lettre que ces mouvements-là de personnel, qui est promotions, mutations, affectations, aussi même de déplacements de postes entre régions, devront être limités au strict minimum et devront à ce moment-là respecter le caractère essentiel du gouvernement qui est énoncé. D'accord. Puis, au final, tu as dit que les ministères et organismes devraient demander des exemptions, si on veut. Ces exemptions-là, ils vont les demander à qui? Puis, ils vont être analysés selon quels critères? Bon, pour avoir une exemption ou une dérogation pour des emplois, tantôt j'ai dit essentiel, mais c'est plutôt prioritaire. Donc, pour ces exemptions-là, il faut aller vers le Conseil du Trésor. Donc, chaque demande ministérielle va être acheminée au Conseil du Trésor. C'est le secrétariat du Conseil du Trésor qui va répondre à cette demande-là et elle va répondre à 4 critères. Donc, il faut comprendre que c'est pour des situations de santé, de sécurité, de relance économique ou d'efficacité des ministères. Donc, c'est les seuls critères de dérogation qui vont permettre au ministère de pouvoir maintenir quelqu'un à l'emploi, un occasionnel, un étudiant, ou de pouvoir réembaucher une personne si quelqu'un quittait son poste. C'est des critères qui sont assez larges, hein. C'est assez difficile de savoir est-ce que beaucoup de gens ou peu de gens pourront bénéficier là, de ce genre d'exemption-là. Ils ne nous ont pas donné plus de détails que ça pour l'instant?
Non, effectivement. Quand on parle de santé pour la population, c'est une chose, ça peut être assez précis. On parle de sécurité également, on peut savoir un petit peu ce que ça veut dire. Quand on parle, par contre, la relance économique, là, on commence à être dans le flou et efficacité du ministère ou efficacité des services ministériels, là, c'est vraiment du grand flou. Donc, ça peut tout et rien comprendre en même temps. Donc, on a posé différentes questions au secrétariat du Conseil du Trésor et les réponses ont été très vagues à ce niveau-là en disant, ben, les ministères devront faire leurs demandes et elles seront toutes évaluées selon les critères. Donc, on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est sûr que dès qu'on va avoir de l'information supplémentaire, on va être capable de la fournir aux gens, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. 2 syndicats accusent le gouvernement Legault de profiter de la crise de la COVID-19 pour faire des coupes dans la fonction publique. On sait que tu as déjà dénoncé la situation dans les médias. Est-ce que tu peux me dire ce que le syndicat a l'intention de faire à propos des compressions annoncées par le gouvernement Legault là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bien, effectivement, pour revenir, comme tu le disais, ça touche plusieurs de nos membres. La majorité de ces gens-là sont au SFPQ, sont des membres du SFPQ. C'est plus de 12 000 personnes qui pourraient être visées par ça. Donc, pas loin de 10 000 occasionnels. On a environ peut-être 1 1 200 personnes qui vont bientôt prendre leur retraite et que les postes ne seraient pas renouvelés. On a environ peut-être 2 000 étudiants et plus là, selon les saisons qui pourraient être touchés également aussi par ces coupures-là. Donc, pour toutes ces personnes-là, c'est de l'insécurité à vivre. Puis, bien que vous me dites, ouais, mais les gens qui s'en vont à la retraite, ils n'ont pas d'insécurité, mais les personnes qui vont rester à l'emploi, toutes les personnes qui, leurs collègues de travail ne seront pas renouvelés comme occasionnels, comme permanents qui seront ne pas renouvelés également aussi, vont vivre une surcharge de travail, vont vivre ce surcroît-là de travail qui va se faire à travers les différents ministères où est-ce que les missions de l'État ne seront pas remplies. On avait déjà un problème d'effectifs avant la crise du coronavirus. Et maintenant, on va se retrouver avec encore plus de difficultés à rendre les services à la population, qui sont les missions essentielles de chacun des ministères et organismes. Donc, pour nous, le syndicat, c'est très préoccupant. Maintenant, sur l'autre aspect de la question, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Donc, au niveau du syndicat, on a déjà mis en place une petite cellule de crise, si vous voulez, pour pouvoir adresser la situation. On continue dans un premier temps à poser des questions au Conseil du Trésor pour avoir le plus d'informations possible. On va également essayer de documenter, avec l'aide de nos régions, avec l'aide de nos sections locales, la situation pour chacune des pertes d'emploi qu'on pourrait avoir. Ce qu'on vise à faire, c'est de pouvoir démontrer à l'employeur, démontrer à la population aussi, quelles seront les pertes de services qui seront entraînées par ces non-renouvellements-là, par ces coupures d'effectifs-là à travers les différents ministères et organismes. Donc, on veut documenter la situation. Il va y avoir certainement des outils qui vont être envoyés dans les régions, dans les sections locales pour se faire aider et pour pouvoir arriver à avoir un portrait complet de la situation sur les différentes missions qui ne seront pas remplies par les employés de l'État. Ça va nous faire plaisir de vous transmettre l'information parce qu'on sait que les personnes qui sont occasionnelles, qui sont saisonnières, vivent de l'insécurité par rapport à leur travail. J'ai déjà été dans cette situation-là personnellement. Je sais c'est quoi d'attendre à la dernière minute pour savoir si ton contrat est renouvelé ou pas et de vivre l'incertitude quand on a des paiements qui viennent également aussi. Alors, c'est sûr et certain que dès qu'on a de l'information, on va la faire suivre via nos structures syndicales, via nos plateformes également aussi, c'est certain. Merci, Christian. Bien, merci, Julien. Au plaisir. Alors, bonjour, Maryse. Oui, bonjour, Julien. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous apporter du côté de la négociation après avoir entendu là, des assez mauvaises nouvelles de la part de notre président général? Bien, en fait, du côté de la négociation, j'ai pas de bonnes ou de mauvaises nouvelles, Julien. Je suis en attente, dans le fond, de l'employeur. Alors, on a eu une séance de négociation la semaine dernière où on a fait un retour à l'employeur sur, dans le fond, nos demandes. Et là, présentement, je suis en attente. Fait qu'au moment où on se parle, j'ai pas eu d'appel du Conseil du Trésor. Fait que je pense qu'on devrait les voir cette semaine. Mais je suis pas en mesure de dire quand. Fait que, alors, c'est ça. Voilà. D'accord. Christian nous a décrit un petit peu là, ce qui est le projet de compression du gouvernement Legault dans nos accréditations. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été décrit à la table de négociation? Comment tu l'as exposé, ce projet-là? Ben en fait, Julien, tu sais, nous, ça fait longtemps, là, depuis qu'on est en blitz de négociation, tu sais, le gouvernement nous a demandé nos 2-3 priorités. Puis il y avait, puis je l'ai dit dans le dernier Info Négo, pour nous, il y avait des choses qui étaient primordiales, entre autres, sécuriser les salaires et sécuriser les emplois. Sécuriser les emplois, ça voulait dire quoi? Bien, ça voulait dire que tout le monde garde sa job, que je sois un occasionnel, un saisonnier, un temporaire, bref, que tout le monde garde sa job pour au moins le temps de la prochaine convention collective. Et je te rappellerai que là, présentement, le paramètre qui est offert par le gouvernement, c'est-à-dire que c'est un paramètre sur 3 ans.
Quand on est arrivé, donc depuis le début que je parle de ça, ce que j'ai expliqué au gouvernement, dans le fond, c'est que la crise actuelle, elle sollicitait les ressources de l'État, autant financières qu'humaines, puis qu'actuellement, oui, on était sollicités, mais après le confinement aussi, nos gens vont être sollicités. Chaque employé va être important. Après le COVID-19, le gouvernement va vouloir mettre en place des programmes. Fait qu'il va vouloir s'assurer que les gens sont toujours en emploi, qu'ils sont toujours présents. Nos occasionnels attendront pas à une fin de contrat, ils vont s'en aller ailleurs. Fait qu'on se disait, assurez-vous que vous allez avoir encore cette main-d'œuvre-là. Les occasionnels font partie du noyau dur et il faut en prendre soin. Alors, c'était un peu, dans le fond, ce qu'on a dit au gouvernement. On a parlé d'un sondage aussi. On a dit, on est allé voir notre monde avant la négociation. On est allé voir si les gens étaient satisfaits, s'il y avait des gens qui pensaient partir. On n'était même pas au COVID-19. Puis, il y avait des gens qui disaient, oui, je souhaite partir parce que les salaires sont pas là, c'est pas intéressant. On se rend compte aussi qu'on vit souvent une surcharge de travail parce qu'on a perdu beaucoup de monde au fil des années avec le non-remplacement de 1 sur 2, etc. Fait que, on se disait déjà que les gens sont prêts à regarder ailleurs. Fait que de grâce, faites attention aux occasionnels, puis gardez-les. C'est important. Malheureusement, la réponse qu'on a eue de l'employeur à cette demande-là, vous l'avez vu, c'est le gel d'embauche. C'est les annonces qu'il a faites qui a dit que les occasionnels ne seraient pas renouvelés finalement. D'accord. Donc, il y a eu, somme toute, peu d'ouverture de la part du gouvernement pour rassurer un peu son personnel puis offrir un peu de stabilité. Dirais-tu que ça témoigne de l'attitude générale de l'employeur face à nos demandes jusqu'à présent? Je te dirais que, l'employeur, ce qu'il nous a dit au début, c'est qu'il y avait peu de marge de manœuvre. Là-dessus, je pense qu'il nous a pas menti. De fait, il y a peu de marge de manœuvre. Il est aussi soucieux, et là, ça ne regarde que moi, ce que je dis là, mais aussi soucieux de son image. Quand je demandais, par exemple, de garder les occasionnels à l'emploi pendant les 3 prochaines années, les années de la Convention, ce qui est arrivé, ce qu'il nous a dit, puis c'est rare que je fais ça, d'amener la négo sur la place publique, mais ce qu'il nous a dit, c'est, écoutez, comment je vais faire pour, dans le fond, justifier ça auprès de la population, alors qu'on a des gens dans la population qui perdent leur job, Puis j'ai dit, écoutez, faites attention, les programmes que vous allez mettre en place, ça va prendre du monde pour les gérer. Souvenons-nous, entre autres, des inondations. Ça a pris des mois avant qu'on soit capable d'arriver à répondre à tout le monde. C'était des inondations. Aujourd'hui, le COVID-19, c'est plus large, à mon avis, les impacts que les inondations. Ça va prendre du monde. Et malgré ça, il n'est pas là, puis il ne se rend pas à mes arguments. D'accord. Qu'est-ce qui nous attend là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour la négo? Là, comme je te dis, alors là, il y aura un retour. Comment il fera son retour? Qu'est-ce qu'il nous répondra? C'est là qu'on est. Fait que je suis en attente. Puis on verra. Moi, dans le fond, Julien, mon objectif, j'ai accepté de m'asseoir en négociation accélérée parce que la conjoncture a changé, je l'ai dit. Puis ce que je souhaite, c'est d'aller tirer le meilleur et le maximum, dans le fond, de ce que je suis capable dans cette situation-là. Puis ultimement, d'aller aux membres. Les membres, moi, ce que je veux, c'est que les membres se penchent sur ce qu'on aura. L'offre patronale, dans le fond, les gens voteront. Puis la lecture des membres, ça vaut la mienne. Là. Fait que c'est ça mon but. Fait que d'essayer d'aller tirer le maximum, c'est là que je suis. Pour la période des questions, Maryse, on a 2 questions. La première provient de Sébastien Rioux, qui est en fait une série de questions. Donc, je vais te les résumer. Si on veut, je vais les passer une par une, puis tu pourras peut-être y répondre successivement. OK. Donc, la première de ces questions, c'est est-ce que les offres sont seulement sur les paramètres salariaux? Parce que, dans le fond, il se rappelle que le SCT voulait offrir un montant forfaitaire, là, le fameux 1 000 $ aux personnes expérimentées. Donc, il se demande si le gouvernement a conservé cette offre. Donc, ça, c'est la première question. Il se demande également s'il y a d'autres offres de révision d'échelle salariale, peut-être pour les corps d'emploi en particulier, autres que ce qui dit être le 5 % sur 5 ans. Parce que lui est technicien en travaux publics, puis il sait qu'on fait des combats, notamment pour son accréditation, qui est en gros retard là, par rapport au secteur privé. Il se demande, dans le fond, si on va avoir des avancées, s'il y a des offres de l'employeur pour les TTP durant cette négo-là. Également, il se pose la question, est-ce qu'il y a des offres concernant la part d'assurance payée par l'employeur
et aussi sur les comptes de dépenses, c'est-à-dire les frais de voyage pour les personnes qui se déplacent beaucoup. Donc, lui étant TTP, là, probablement qu'il se déplace pas mal dans son travail. Donc, seulement si l'employeur a fait des offres pour bonifier les frais de voyage. Parfait. Alors, dans le fond, Julien, il y a plus que juste le paramètre salarial. Alors, présentement, oui, c'est un 5 sur 3 ans qui nous est offert. On se souviendra aussi au mois de décembre, ça faisait partie du dépôt de l'employeur. Il y avait un 1 000 $ qui était offert aussi aux gens qui étaient au maximum de leur échelle. Alors, ce 1 000 $ fait toujours partie, dans le fond, de l'offre patronale. Maintenant, est-ce qu'on a reçu des offres concernant des corps d'emploi en particulier, comme les TTP, comme par exemple les techniciens d'informatique? La réponse est non. Nous, on a quand même dit au Conseil du Trésor, on pense qu'on devrait faire une étude de relativité externe. On a dit aussi au Conseil du Trésor qu'on devrait, dans le fond, donner un mandat à un organisme qui est neutre. Donc, c'est pas ni le Conseil du Trésor, c'est pas le syndicat. L'Institut de la statistique du Québec. Alors, on verra, on est en attente de leur retour. On verra comment ça sera accueilli par le Conseil du Trésor. Donc, puis là, bien évidemment, cette étude-là sera faite, puis on verra si on a effectivement, comme on le prétend, des retards dans certains corps d'emploi. Concernant la part de l'employeur sur les assurances, ça ne fait pas partie des offres patronales, pas plus non plus que la directive concernant les per diem. Alors ça non plus, on n'a pas eu d'offre de la part de la partie patronale là-dessus. OK. On a une seconde question de M. Régent Fauché. Donc, M. Fauché se pose la question, est-ce vrai que nos conventions collectives actuelles vont rester actives tant et aussi longtemps qu'on n'en signe pas des nouvelles? Dans le fond, il se pose la question parce qu'il se dit que mais si c'est le cas, si les conventions collectives restent actives, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement attendre 2 ans, donc avant de signer une éventuelle entente, qui présentement, les jugent que cette entente-là, selon les paramètres actuels, ne serait pas à son goût. Donc, c'est un peu la question qu'il pose. Est-ce que ça ne serait pas favorable de tout simplement laisser passer la période de crise et d'attendre 1 an ou 2 en espérant que la conjoncture économique, par exemple, s'améliore? Bon, alors, la première question, est-ce que la convention collective continue de s'appliquer? La réponse est oui. Donc, je ne suis pas tombé, depuis le 31 mars, là, on n'est pas tombé dans un no man's land. Là. Alors, la convention collective des fonctionnaires et des ouvriers continue de s'appliquer. Maintenant, où je diffère un peu d'opinion avec M. Fauché, je ne pense pas que le gouvernement va décréter, dans le fond, les conditions de travail. Pourquoi? Ben parce que depuis une couple d'années, juridiquement parlant, on a assisté à des décisions de juges qui viennent dire que même si je suis le gouvernement, même si je suis le législateur, si, par exemple, la sécurité du public n'est pas mise en péril, ben le gouvernement n'a pas l'affaire à décréter des conditions de travail. S'il y a une négociation qui est en place, ben que la négociation fait place à la négociation. Donc, décréter, moi, je pense que c'est pas une option, puis je pense pas que le gouvernement irait là. Je te dis pas qu'il ne pourrait pas le faire, mais je serais très, très, très étonné. L'autre chose, par exemple, mais pourquoi on n'attend pas 2 ans? Ben parce que l'avenir, je ne le connais pas non plus. Fait que, tu sais, je le disais tantôt, le gouvernement nous a invités à faire une négociation accélérée. Je vais essayer de tirer le maximum. Puis, ultimement, ben, dans le fond, les conseils de négociation et les membres, ben, jugeront s'il y en a assez pour eux. Puis, s'ils disent qu'ils n'en ont pas assez, ben, on retournera en négociation à ce moment-là. T'sais. Voilà. Voilà, ça conclut. Merci beaucoup, Maryse. Ça fait plaisir. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que si vous avez des questions en ce qui concerne la négociation, vous pouvez nous les transmettre à communication@sfpq.qc.ca en indiquant que c'est pour l'info négo. On tentera d'y répondre le mieux possible lors du prochain épisode. À bientôt.